Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et vous nous parlez ce matin de numérique et de liberté d'expression. Et oui, j'aimerais revenir sur cette folie de censure qui traverse la France, l'Union européenne et les technocrates qui appellent solennellement, et parfois sans aucune légitimité comme Thierry Breton, à fermer le réseau social d'Elon Musk qui serait, selon cet ancien député centriste, le fureur de ces entreprises. Musk, c'est un chef, c'est un maître, c'est lui qui dirige, c'est lui le fureur. C'est pas simplement un collaborateur. Ou comme un certain Jean-Michel Apathy, qui n'aura pas une occasion pour nous délivrer ses analyses d'une finesse extraordinaire, comme ici où Elon Musk serait un dingue. Nous avons tous vu des films de James Bond. On croirait qu'Elon Musk est sorti de là. C'est le méchant de James Bond devant lequel on est en train de faire des courbettes parce que le type est intelligent. Mais avec un objectif nous sommes très cons de nous... Attendez, comment ? Avec un objectif uniquement économique d'après vous. C'est ce que disait Emmanuel Botta, lui, tout à l'heure. Idéologique et économique. Il perd pas la boule, Elon Musk. Projet politique pour vous ? Ah non, ah oui, il a un projet politique, le projet d'une extrême droite, d'un radicalisme dont on n'a pas idée. Et avec Trump, ça fait un couple. Alors Trump est élu, parce que vous dites souvent Trump il est élu. Ben, Trump est élu de dingue effrayant pour l'année 2025. D'abord, de dingue. Et du côté du gouvernement, c'est notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui emploie des termes bien plus violents et menaçants contre Elon Musk que face à l'Algérie qui nous insulte tous les jours. Écoutez-le sur France Inter, le deux poids deux mesures est assez flagrant. Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des milliardaires américains ou chinois. Ils le font. Tout à fait. Ces règles, elles sont entrées en vigueur il y a à peu près 1 an. Elles permettent à la Commission européenne, à Bruxelles, de dire si je constate que le débat public a été perturbé, alors je peux infliger des sanctions très lourdes sur ces plateformes. Je peux même aller jusqu'au bannissement de Twitter ou de TikTok. C'est ce qu'a fait le Brésil. Est-ce qu'il faut bannir X ? C'est prévu dans nos lois. Soit la Commission européenne applique avec la plus grande fermeté les lois que nous sommes données pour protéger notre espace public, soit elle ne le fait pas, et alors il faudra qu'elle consente à rendre aux États membres de l'Union européenne, à rendre à la France la capacité de le faire. Et un autre deux poids deux mesures, c'est cette faculté pour certains éditorialistes à dénoncer l'ingérence de Musk tout en omettant volontairement de pointer celui de George Soros, dont l'influence et les financements incitent, voire obligent, certains États à appliquer une politique progressiste, comme le rappelle Geoffroy Lejeune sur CNews. Une ingérence dans la vie politique d'un pays. Qu'il le fasse pour les États-Unis. Geoffroy Lejeune et après... Mais là, il y a quand même un sujet. Geoffroy Lejeune. Il n'y a pas de sujet. Je vais reprendre l'argument de Gilles-William Goldnadel parce qu'on partage ce combat depuis assez longtemps. Ouais. Il se trouve que George Soros, parce que si tu avais été vent debout contre l'interventionnisme de George Soros depuis 10 ans comme nous on l'est, tu serais fondé à dire aujourd'hui qu'Elon Musk c'est insupportable. On peut faire un pas vers vous. Il faut savoir juste, parce que on dit Soros, on a l'impression que c'est quelqu'un qui de loin finance quelques ONG, etc. Non. Il finance beaucoup d'ONG. Qui ont noyauté les institutions européennes et dont certains des membres deviennent des juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Et pour comprendre ce phénomène Musk et la panique des européistes qui ne digèrent pas que l'homme le plus puissant du monde soit de notre côté, Emmanuel Todd a tenté de décrypter cette confrontation qui serait le signe de la dislocation de l'Europe. Il y a une chose que je voudrais dire sur Musk quand même, parce que je comprenais pas. Sur le plan méthodologique, j'ai beaucoup de mal en ce moment. Vraiment, j'ai essayé de réfléchir avant de venir. C'est-à-dire aux tendances générales du monde, et je me disais mais j'ai jamais eu autant de mal à comprendre ce qui se passe, et j'ai compris pourquoi je ne comprenais pas. C'est qu'en fait ce qui se passe de définitif et de solide, c'est la victoire russe à l'Est. On est en train de subir une défaite. Le camp occidental est en train de subir une défaite et on est en cours de dislocation. Donc en fait, il se passe un peu n'importe quoi. Il y a un truc qu'on ne voit pas dans Elon Musk. C'est un type étonnant, il est très riche, c'est l'homme le plus riche du monde, et alors il est sans filtre. Donc il dit des choses qui nous paraissent aberrantes. Je veux dire, il intervient dans la politique allemande, donc il chie sur les Allemands en fait. Ensuite, il intervient dans la politique anglaise, il chie sur les Anglais. Je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus à nous Français, mais
lui, il le dit. Mais la vérité, c'est que quand vous lisez les géopoliticiens américains, c'est ce que les Américains pensent de nous. C'est-à-dire, lui parle aux Européens comme les Américains pensent. C'est-à-dire, les Américains nous méprisent pour notre servilité. Et juste, Moss, c'est le mec qui il le dit. Alors on est choqués. Et on sent comme une certaine fin de règne du camp du bien qui s'est permis des choses absolument scandaleuses pour censurer leurs opposants, comme l'indique ce spécialiste des réseaux sociaux et dont les analyses pertinentes dérangent certains, Fabrice Epelboin. On sort, avec l'arrivée de Donald Trump qui sera au pouvoir d'ici une semaine, on sort d'une grande ère qui a été dominée par... comment dire ça gentiment, une très lourde influence, notamment du FBI, sur les grandes plateformes de réseaux sociaux pour censurer énormément de choses, qui a pris des proportions complètement folles à l'occasion du Covid, et qui, à partir du Covid, s'est mis à censurer pas tout et n'importe quoi, mais disons les voix conservatrices, de façon frénétique. Au point que, typiquement, quand Elon Musk a racheté Twitter, on avait une proportion de l'ordre de 2/3 de démocrates pour 1/3 de républicains. Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50. Mais très clairement, il y a eu une opération d'influence qui a consisté à vraiment éliminer tout un tas de voix conservatrices sur les réseaux sociaux qui ont été très, très, très efficaces. Et la dichotomie que vous soulignez sur le service public, c'est tout simplement que, selon votre positionnement politique, vous avez vécu cette censure où elle est passée totalement inaperçue, vous en avez vaguement entendu parler, on vous a qualifié ça de complotisme et donc vous êtes passé à côté, mais ça ne vous a pas affecté. Si vous êtes vacciné sans y réfléchir, ce qui était mon cas honnêtement, vous êtes passé à côté de cette censure frénétique durant la période Covid. Si vous avez des idées progressistes et que vous exprimez jamais grand-chose d'autre sur les réseaux sociaux, vous avez tout à fait pu très sincèrement passer à côté de tout ça, et c'était le cas de mes camarades sur un plateau du service public avant-hier. Et la semaine dernière, Liselotte, vous aviez invité Fabrice Epelboin, et je vous recommande d'ailleurs vivement, chers auditeurs, de revoir cet entretien passionnant sur notre chaîne. Il y a d'ailleurs une info assez incroyable qui est passée un peu sous les radars, l'idée que les États-Unis pourraient envisager de se retirer de l'OTAN si l'Union européenne décidait de réguler Twitter. Les contenus illégaux seront toujours pourchassés et éliminés, mais toujours est-il que les contenus que nous, Européens, considérons comme haineux ou racistes ne seront pas expurgés. À partir de là, l'Europe va devoir soit se saisir du DSA et augmenter de façon considérable ses capacités humaines à faire de la modération pour pallier à ce déficit américain, soit engager un bras de fer avec Twitter, ce qui veut dire engager un bras de fer avec Trump. Et là, pour le coup, le vice-président J.D. Vance a été extrêmement clair. Toute tentative de régulation de Twitter mènera à un retrait des États-Unis de l'OTAN et laissera l'Europe face à la Russie. Et je disais tout à l'heure que les analyses de Fabrice Epelboin dérangeaient certains, notamment ces fameux fact-checkers qui, après les déclarations fracassantes de Mark Zuckerberg, n'hésitent plus à pointer ceux qui dénoncent leur rôle néfaste, comme ici avec l'un d'entre eux, Thomas Huchon. On le voit très bien avec Trump. Dès que, on va dire, le pouvoir change de camp, la fake news devient un outil de censure. Il y a un spécialiste des réseaux sociaux assez intéressant, Fabrice Epelboin, qui a expliqué comment, en réalité, mais peut-être que vous nous expliquerez le contraire. Malheureusement, il expliquait des tas de choses qui n'étaient pas du tout à la hauteur. On reviendra, mais c'était intéressant de voir que le revirement d'Elon Musk, qu'on qualifie maintenant d'ingérence étrangère, en réalité, c'est arrivé quand il a racheté Twitter et qu'il s'est aperçu qu'il y avait des mécanismes de manipulation de la part des démocrates. Mais c'est fou. Mais c'est pour ça que vous le dites. On a un énorme problème avec Monsieur Epelboin, vraiment, je vous le dis. Tout ce qu'il a dit cette semaine dans une émission de service public, et je comprends pas comment on le laisse dire des choses pareilles. Franchement, je suis sidéré. Et ce même Thomas Huchon, qui sent bien que quelque chose est en train de se passer, déplore que la censure, la modération, la régulation disparaissent au profit d'une liberté d'expression qu'ils ont empêchée depuis des années. Quand M. Zuckerberg dit finalement on peut tout dire et surtout il n'y aura plus aucune forme de modération ou de vérification des propos qui sont tenus sur cette plateforme, ça donne un signal très très fort qui va totalement à l'inverse de ce que disent les experts, les chercheurs, les journalistes spécialistes de la lutte contre la désinformation. C'est-à-dire que tout le monde sait que quand on ouvre les vannes et qu'on empêche finalement la contradiction ou qu'on laisse dire ce qu'on veut, ce ne sont pas les meilleurs propos qui sortent, c'est n'importe quoi. Et je crois que les réseaux sociaux, sous couvert de cette grande idée de la liberté d'expression totale, sont en réalité en train de basculer complètement dans quelque chose qui est un élément du totalitarisme.
Et sur RTL, c'est Sarah Knafo qui a tenté de défendre Elon Musk tout en pointant ce fameux 2 poids 2 mesures que j'évoquais plus tôt face à l'Algérie. Est-ce que vous faites partie, Sarah Knafo, de ceux qui ont peur de la place de plus en plus grande prise par le milliardaire Elon Musk dans l'ombre de Trump ? Pour faire un lien avec notre conversation du début, je remarque que la diplomatie française, notamment notre ministre des Affaires étrangères, a des mots plus durs contre Elon Musk que contre l'Algérie. Ouais. Et ça, je trouve ça absolument frappant. C'est quand même 2 sujets qui ont, là, pour le coup, pas grand-chose à voir. Mais... ça a grand-chose à voir, puisque c'est dans toutes ces interviews, on l'entend qu'il doit commenter l'Algérie, puis commenter Elon Musk. Et quand il doit commenter les affaires d'Elon Musk, souvent, il trouve un ton très ferme, et pas sur l'Algérie, malheureusement. Quand Obama a soutenu Emmanuel Macron, j'ai lu le traitement d'RTL, ça m'a intéressé. Et vous disiez, c'est un formidable atout dans la manche d'Emmanuel Macron. J'ai pas vu le mot ingérence. Moi, ce qui me dérange quand on parle d'ingérence, c'est qu'au fond, il y a un peu un manque de confiance dans le peuple. On se dit... Le peuple, c'est une masse d'imbéciles qui va voir 3 tweets de Elon Musk, qui va écouter un space sur Twitter et qui soudain va se dire maintenant je sais pour qui voter. Et sur sa chaîne YouTube, c'est Alexis Poulain qui a décidé de très gentiment recadrer ses médias et journalistes donneurs de leçons qui appellent à la censure systématique de leurs opposants et surtout ceux qui menacent directement leur gagne-pain. La différence sur les réseaux sociaux, vous la connaissez, c'est que vous pouvez répondre aux menteurs, vous pouvez les interpeller, vous pouvez même les fact-checker, les débunker, revoir leurs mensonges avec les notes de la communauté et dire « c'est n'importe quoi ce que vous racontez ». À la télé, ils racontent n'importe quoi et si vous la regardez, eh bien, soit vous y croyez et dans ce cas-là, je ne peux rien pour vous, soit vous êtes devant votre écran et vous dites « mais quel ramassis de conneries !» Sauf que vous pouvez pas le dire. Sur X, vous pouvez le dire. Mais quel ramassis de conneries! Et c'est ça qui les emmerde au plus haut point. Le droit de réponse, le débat, l'échange. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Julien Pain a bloqué la moitié de X à l'époque où il était dessus. Il est toujours dessus d'ailleurs. Il ne veut pas débattre. Il ne veut pas se confronter à une autre, non pas opinion, mais une autre version des faits. Parce que les faits, figurez-vous qu'ils ont des versions. On en fait des récits quand on est journaliste. On part d'un fait et puis on le présente d'une certaine façon. Et c'est ça qui les rend fous. Fact-checker, commissaire politique et censeur de tous bords. Voilà, donc censurera pas. Nous verrons bien dans les mois qui viennent jusqu'où la bien-pensance est capable d'aller pour imposer sa vision du monde. Mais en attendant, délectons-nous de leur panique, signe de leur disparition proche et de leur fin de règne tyrannique. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique. Merci Lisette.